Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux moyennes. On va parler moyenne arithmétique, moyenne harmonique, moyenne quadratique et moyenne géométrique. Allez, c'est parti, on y va, let's go. Et on commence avec la plus simple, la plus célèbre, celle que vous connaissez depuis votre primaire, celle que vous utilisez lorsque vous calculez votre moyenne dans une matière, la moyenne arithmétique. C'est simplement la somme des valeurs que l'on va diviser par le nombre de valeurs. Vous l'utiliserez lorsque vous aurez affaire à des grandeurs absolues, c'est-à-dire des unités simples. Du coup, à exclure les situations du style produit de grandeur, quotient de grandeur, vitesse, accélération, grandeur relative, type pourcentage. Ok? Et ici, comme on l'utilise, rien de plus simple. Vous avez, et je le rappelle, pour la plupart d'entre vous c'est évident, mais pour ceux qui croisent la vidéo et qui ont besoin de se rafraîchir l'esprit, on va donner un petit exemple. Alors, je suis votre prof de maths et je vous ai collé au premier sujet un 2 sur 20, puis un 10 sur 20, et à la troisième note, un 7 sur 20. Du coup ici, on va appliquer directement la formule qui est à côté, la moyenne arithmétique des notes, xn bar est égal à 1 divisé par le nombre de notes, c'est 3, fois la somme des alpha i allant de 1 jusqu'à 3. Et ça, du coup, c'est la note alpha 1, puis on a alpha 2, et puis on a alpha 3, par exemple. Ok? Et donc ça va donner ici 1 sur 3, facteur de 2, plus 10, plus 7. On fait la somme à l'intérieur, et on trouve une moyenne de 19 sur 3. Ce qui vous donne environ la magnifique moyenne de 6,33. Et en général, avec 6,33 de moyenne, vous seriez pas très loin des 10 premiers de la classe. Allez, on passe maintenant à la deuxième moyenne, et on va parler maintenant de moyenne harmonique. Alors, dans quel cas vous allez utiliser cette moyenne? Vous allez utiliser cette moyenne lorsque vous avez affaire à des grandeurs quotients. Très souvent, on l'utilise lorsque l'on calcule des moyennes de vitesse sur des portions différentes. On rappelle, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps, d'accord? Donc l'unité, ce n'est plus une grandeur absolue, style une note, 1 euro, c'est plutôt des kilomètres par heure. Donc vous voyez, l'unité est maintenant une unité composée. Du coup, pareil, pour trouver la moyenne harmonique, on a n, le nombre de grandeurs, qu'on va diviser par la somme de l'inverse des xi. Et si on veut parler plus simplement, la moyenne harmonique c'est quoi? C'est l'inverse de la moyenne des inverses. Alors voici une situation assez classique. Vous avez un vélo qui va aborder deux portions de même longueur. Vous avez une montée de longueur 10 km, puis une descente égale qui vaut aussi 10 km. Lors de la montée, le vélo a une vitesse de 10 km par heure, et lors de la descente, il a une vitesse de 40 km par heure. Du coup, la question que vous pourriez vous poser, quelle est la vitesse moyenne du vélo lors de ce trajet de 20 km? Alors bien entendu, ici, puisque la vitesse est un composé de distance par temps, vous ne pouvez pas additionner 10 et 40, diviser par 2 et nous dire, du coup 10 plus 40, 50, 50 divisé par 2, la vitesse moyenne est de 25 km par heure. Ça ne marche pas. Et dans ce cas-là, il faut alors utiliser la moyenne harmonique. Et regardons ce qu'on obtient, la moyenne harmonique, donc x h bar, que l'on va noter, c'est le nombre de portions, donc il y en a 2, divisé par la somme de i allant de 1, puisqu'on a deux valeurs, on s'arrête à 2, d1 sur xi, et les xi ici, bien entendu, sont les vitesses. 10 km/h, donc 10, ce sera x1, et 40, ce sera x2. On obtient du coup ici 2 divisé par 1 sur 10 plus 1 sur 40. Ce qui nous donne 2 divisé par 5 sur 40. J'ai mis au même dénominateur en bas, et on obtient 80 divisé par 5. Ce qui nous donne 16 km par heure. Donc très loin de ce qu'on aurait obtenu en faisant la moyenne arithmétique des deux. Allez, maintenant parlons moyenne géométrique. Et la moyenne géométrique, c'est quoi? C'est simplement la racine énième du produit des n valeurs. Alors, à quoi ça peut bien servir tout ça? La moyenne géométrique est à utiliser majoritairement quand vous voulez faire la moyenne de pourcentages consécutifs. Vous avez bien compris, si vous prenez un produit à 100 euros, que vous l'augmentez de 20%, il coûte 120 euros. Si vous lui faites cette fois-ci une ristourne de 20%, vous ne retournez pas à 100 euros. Donc vous voyez, si on avait fait la moyenne de plus 20 et moins 20, on aurait dû trouver, en ayant en tête le principe de la moyenne arithmétique, une moyenne de 0, ce qui n'est pas le cas. Du coup, si on en revient à notre exemple, on a une première augmentation, d'accord, de plus 20%. Puis, on a une diminution de moins 20%. On vous demande, en gros ici très souvent,
quel est le pourcentage moyen qu'on a opéré sur l'article de base pour obtenir le prix à l'arrivée. On va prendre un exemple concret, un article à 100 euros. On lui fait une augmentation de 20%, donc on va multiplier par 1,2. Et on a du coup un article à 120 euros. Ok? On va mettre les euros ici. Puis cette fois-ci, on va opérer une diminution de moins 20%. Donc on va multiplier 120 par 0,8. Et on obtient 96 euros. Du coup, au final, si on regarde juste le prix de base et le prix à l'arrivée, on avait un prix au départ qui était à 100 euros, d'accord? Et on a un prix à l'arrivée qui est de 96 euros. Donc on a fait quoi ici? Une réduction de moins 4%. Si on regarde cette fameuse moyenne géométrique, on a du coup XG ici, hein. Hop là, petite barre, racine, donc là c'est racine au carré puisqu'on n'a que deux valeurs, donc c'est racine carrée du produit des deux pourcentages. Il faut prendre sous la forme de 1 plus ou de 1 moins. Donc ici 1 plus 0,2 et ici 1 moins 0,2. Ok? Donc on a du coup ici 1,2 fois 0,8. Et on trouve racine de 0,96, ce qui donne environ 0,979, etc. Donc là, expliquons ce qu'on est en train de faire. On a un article ici, ok, auquel on a appliqué 1 plus 20% en multipliant par 1,2, puis on a diminué en multipliant par 0,8. Ce truc qu'on a trouvé ici, c'est le coefficient par lequel il va falloir multiplier. Ici, à la première étape, 0, 9, 7, etc., 9. Et exactement la même chose à la deuxième étape. Donc vous voyez, c'est la définition du pourcentage moyen. Et effectivement, si au lieu d'avoir fait plus 20% en multipliant par 1,2 et moins 20% en multipliant par 0,8, on avait multiplié directement par cette valeur-là, 0,979, qui est un pourcentage de diminution d'environ 2%. Il suffit de faire 1 moins 0,979, on aurait obtenu le même prix à l'arrivée. Et c'est assez logique, pourquoi? Parce que si on regarde ça là, ça vaut quoi? Ça vaut pas racine de 0,96 ça? Donc on fait racine de 0,96 fois racine de 0,96, et on trouve quoi? Je vous donne en 1000, 0,96. Et lorsque l'on multiplie un article par 0,96, c'est comme si on avait fait une diminution de 4%. Ce que l'on avait trouvé ici. Ok, j'espère que tout ça est clair pour vous, et on passe à la dernière moyenne. On va parler cette fois-ci de moyenne quadratique. Alors cette moyenne n'est pas beaucoup utilisée. Vous allez souvent la croiser lorsque vous allez faire des moyennes d'écart type en statistique ou en physique quand vous allez aborder des notions qui tournent autour de l'énergie. En d'autres termes, c'est simplement la racine de la moyenne des carrés. Donc ici, pas de quoi se prendre la tête. Si vous avez par exemple 3 valeurs, 2, 10, si on vous demande de calculer la moyenne quadratique de ces 3 valeurs, vous allez faire x, q bar, c'est racine de 1, on a 3 valeurs, donc on divise par 3, de la somme de i allant de 1 jusqu'à 3, puisqu'il y a 3 valeurs, des xi au carré, donc xi au carré. Et vous appelez bien ça séno xi, ok? Ce qui donne ici, xq bar, c'est racine de 1 tiers, entre parenthèses 2 au carré, plus 10 au carré, plus 8 au carré, on ferme la parenthèse, et on trouve ici environ 7,48. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va s'amuser à comparer ces 4 moyennes. On a n valeurs. On les a notées ici, c'est évident. x1, x2, et ce, jusqu'à xn. Ok? Je vais appeler alpha, d'accord, la plus petite des valeurs. Donc je vais noter min dxi pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc ici, dans l'intervalle, quand on met la double barre, c'est pour signifier qu'on prend que les valeurs entières. Je vais aussi appeler bêta, cette fois-ci, le max de tous les xi. Pareil pour i appartenant à l'intervalle 1, n. Et ce que vous allez retenir maintenant, c'est cette superbe ligne d'inégalité. Vous avez toujours la plus petite des valeurs de votre échantillon de n valeurs, qui est inférieure ou égale à la moyenne harmonique, qui elle-même est inférieure à la moyenne géométrique, qui elle-même est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique, qui elle-même est inférieure ou égale à la moyenne quadratique, qui elle-même est inférieure ou égale à la plus grande des valeurs de l'échantillon. Et vous allez souvent, en début d'année, lors de vos études supérieures, avoir des exercices autour de ces moyennes et de la preuve de ce genre d'inégalité, en utilisant la convexité, en étudiant une fonction. Bref, c'est du classique, d'ultra classique. Ce qu'il faut retenir aussi en plus, c'est que toutes ces inégalités deviennent des égalités
lorsque toutes les valeurs de l'échantillon sont égales entre elles, bien entendu. Ce qui est quand même rassurant, vous me direz. On espère quand même que lorsque alpha est égal à bêta, toutes les valeurs qui sont au milieu soient égales entre elles, mais aussi aux extrémités qui sont égales. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai été tenté de faire l'épreuve, mais c'est assez long, hein. En général, on part avec 2 éléments et on extrapole par récurrence les résultats pour des échantillons de taille n. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye.